Je m'appelle Julien. J'ai 35 ans. Pendant 15 années éprouvantes et angoissantes, j'ai sacrifié ma jeunesse, ma santé physique et chaque once de ma santé mentale pour bâtir l'empire technologique et logistique de mon père à partir de rien. Et quelle a été ma récompense? Après 15 ans d'une loyauté aveugle, mon père a exigé que je cède mon code source de 640 millions de dollars à son « Golden Boy » de fils, pourtant totalement incompétent. Alors que je maintenais à moi seul la cohésion de toute l'entreprise, me brisant littéralement le dos dans l'ombre pour nous éviter un procès massif et la ruine financière, mon père m'a regardé droit dans les yeux dans son bureau luxueux et a prononcé les mots qui allaient changer ma vie à jamais. Il m'a pratiquement craché ces mots au visage, ricanant avec un dégoût absolu tout en faisant glisser une feuille de papier sur son bureau en acajou. Ce bout de papier allait me dépouiller légalement du travail de toute ma vie, de tout mon héritage, pour un unique dollar insultant. Mais il y avait un détail majeur qu'ils ignoraient, un protocole juridique secret, une clause de sauvegarde de mes droits verrouillés dans un contrat dont ils avaient complètement oublié l'existence. Et maintenant, les hommes même qui m'ont traité comme un moins que rien se tiennent devant mon appartement sous une pluie glaciale, frappant à ma porte et suppliant pour obtenir ma pitié comme des enfants terrifiés. Avant que je ne vous raconte exactement ce qui s'est passé et comment j'ai mis à genoux un empire d'1 milliard de dollars, cliquez sur le bouton « J'aime » si vous croyez en la justice, et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Revenons maintenant à l'endroit où ce cauchemar a véritablement commencé. Le bureau du président directeur général de Vanguard Logistique était un modèle d'intimidation corporative. Situé au 40e étage, c'était un monument tentaculaire dédié à l'ego surdimensionné de mon père. Les baies vitrées du sol au plafond surplombaient toute la ligne d'horizon de la ville, projetant de longues ombres nettes sur des tapis persans importés qui coûtaient plus cher que mon salaire annuel. Tout dans cette pièce respirait l'argent, le pouvoir absolu et l'ambition impitoyable. Mon père, Victor, était assis derrière son immense bureau sur mesure tel un roi inspectant ses terres conquises. Il portait un costume anthracite taillé sur mesure qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, pas une seule mèche déplacée malgré le stress du trimestre financier à venir. Il avait tout du leader visionnaire. Mais je connaissais la vérité. Je connaissais le monstre caché derrière les vêtements de créateur. Je me tenais de l'autre côté de cet immense bureau, me sentant complètement déplacé. Je portais la même chemise grise délavée que je n'avais pas quittée depuis 24 heures. Mes yeux me brûlaient violemment par manque de sommeil. Mon poignet droit lançait d'une douleur aiguë et familière qui remontait jusqu'à mon coude, un rappel constant du tribut physique que cette entreprise avait exigé de mon corps. Victor n'a même pas levé les yeux quand je suis entré. Il était occupé à taper un email sur sa tablette. Après une minute de silence douloureusement longue, il a enfin posé l'appareil, a fait glisser une épaisse et lourde enveloppe Kraft sur la surface polie du bureau, et a tapoté le dessus avec son stylo en or massif. Signe, a-t-il ordonné. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre d'un maître à son serviteur. J'ai baissé les yeux vers le document qui dépassait de l'enveloppe. Les lettres noires en gras en haut de la page indiquaient « Accord de cession perpétuelle de droit ». Il s'agissait d'un document juridique hautement contraignant attribuant la propriété pleine et irrévocable du noyau, kernel, et de tous ses dérivés futurs à Vanguard Logistique. Le noyau n'était pas un simple logiciel. C'était le cœur battant de toute cette opération mondiale. C'était l'algorithme maître de routage que j'avais écrit de zéro dans notre misérable garage non chauffé à l'époque où notre famille était complètement fauchée, mangeait des haricots en boîte pour le dîner et croulait sous les dettes de cartes de crédit. J'avais bâti ce code ligne par ligne, sacrifiant mes années d'université et ma vie sociale. Aujourd'hui, ce même code gérait la logistique complexe de géants de la grande distribution, de distributeurs pharmaceutiques et même de contrats de défense gouvernementaux. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie numérique. Et là, explicitement stipulé au deuxième paragraphe du contrat, se trouvait la compensation que mon père m'offrait en échange de l'abandon définitif des droits sur ma création. Le contrat offrait une somme symbolique de $1. Un seul misérable dollar. J'ai lentement levé les yeux vers Victor. J'ai cherché sur son visage le moindre signe de plaisanterie, une trace d'affection paternelle ou même un simple respect professionnel. Son visage ne dégageait aucune chaleur, aucune gratitude pour les 15 années que je lui avais consacrées. Il n'y avait que le regard froid et calculateur d'un homme qui considérait tout le monde autour de lui comme un actif jetable. « Tu veux que je te cède la technologie centrale de toute cette entreprise pour $1 » ai-je demandé. Ma voix était dangereusement calme, tremblant d'un mélange d'épuisement et de fureur grandissante.
Victor s'est adossé confortablement dans son fauteuil en cuir moelleux, joignant ses doigts parfaitement manucurés. C'est une simple formalité administrative, Julien. Nous préparons activement l'introduction en bourse pour le mois prochain. Les auditeurs de Wall Street ont besoin de registres de propriété intellectuelle d'une netteté irréprochable. Nous ne pouvons tout simplement pas laisser un employé intermédiaire détenir la licence principale de notre actif le plus important. C'est mauvais pour la valorisation. Je ne suis pas un simple employé intermédiaire, ai-je répliqué, la mâchoire si serrée que mes dents me faisaient mal. Je suis ton fils aîné. Je suis le directeur de l'ingénierie back-end. J'ai bâti cette entreprise de mes propres mains quand tu n'avais absolument rien. Tu as tapé ce code sur le temps de travail de l'entreprise, a balayé Victor instantanément d'un revers de main, comme s'il chassait une mouche agaçante. Tristan prend officiellement la relève en tant que nouveau PDG le mois prochain. Il a besoin d'une base saine pour travailler. Il a besoin d'un contrôle total et incontesté sur le conseil d'administration et les actifs. Donne le code à Tristan. Laisse-le être la star. Tu n'es qu'une roue de secours. Un plan B, un filet de sécurité. Mais Vanguard Logistique n'a plus besoin de filet de sécurité. Nous entrons en bourse. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Roue de secours inutile. Je l'ai fixé. C'était l'homme qui partageait mon ADN. L'homme que j'avais idolâtré quand j'étais un enfant naïf. L'homme pour qui je m'étais tué à la tâche pour tenter de l'impressionner. Il ne voyait pas un fils loyal en face de lui, il voyait un mécanicien crasseux qui s'attardait trop longtemps dans la salle d'exposition flambant neuve. J'ai tendu une main tremblante et j'ai ramassé le document. J'ai senti le papier lourd et coûteux entre mes doigts. L'envie de réagir violemment était écrasante. J'aurais pu hurler de toutes mes forces, renverser son lourd bureau, exiger les arriérés massifs de salaire qui m'étaient réellement dus, ou menacer de claquer la porte et de les laisser couler. Au lieu de cela, un calme étrange et absolu m'a envahi. C'était ce calme froid et terrifiant qui survient lorsqu'un air à vif finit par se briser net. J'ai besoin d'une journée pour examiner cela, ai-je dit, la voix totalement dénuée d'émotion. J'ai plié soigneusement le document le long de son pli et l'ai glissé dans ma mallette en cuir usé. Mon avocat doit examiner en détail les termes juridiques. C'est une procédure standard avant de transférer un actif numérique d'une telle ampleur. Victor a ricané d'un rire sec et rauque, vide de toute gaieté. Évidemment. Joue à tes petits jeux juridiques, Julien. Assure-toi simplement que ce papier soit signé et sur mon bureau vendredi à midi. Ne me fais pas attendre. Tu sais à quel point les investisseurs sont impatients. J'ai tourné les talons et je suis sorti de ce bureau opulent. Je ne me suis pas retourné. Je n'ai pas dit un mot de plus. Je n'en avais pas besoin. Je savais déjà exactement ce que j'allais faire. Pour comprendre comment un père peut regarder sa propre chair et son propre sang dans les yeux et tenter nonchalamment de lui voler des centaines de millions de dollars, il faut savoir exactement ce qui s'était passé 72 heures plus tôt. Je pensais honnêtement connaître les tréfonds de leur cruauté et de leur cupidité. J'allais bientôt découvrir à quel point je me trompais. 72 heures avant cette réunion brutale dans le bureau de Victor, ma vie était exactement ce qu'elle avait toujours été, un cauchemar invisible et ultra stressant se déroulant dans les ombres de la hiérarchie de l'entreprise. Il était précisément 2 heures du matin, un mardi. La salle des serveurs principale, située au sous-sol sans fenêtre du siège social, était glaciale. Nous maintenions la température ambiante à 16 degrés Celsius pour éviter la surchauffe des bails de serveurs. Le bourdonnement assourdissant et continu des ventilateurs industriels était le seul son qui me tenait compagnie. J'étais assis seul devant un poste de travail métallique de fortune, me frottant les yeux et ajustant la lourde attelle médicale à mon poignet droit. Le chirurgien orthopédique m'avait alerté il y a plus d'1 an d'un grave syndrome du canal carpien. Il m'avait dit sans détour que j'avais besoin d'une opération immédiate sous peine de subir des lésions nerveuses irréversibles. Mais prendre un arrêt de travail de 6 semaines signifiait que le réseau logistique ne serait plus surveillé pendant les quarts de nuit. Et dans notre secteur ultra concurrentiel, un réseau non surveillé représentait des millions de dollars perdus chaque heure. Alors, j'avalais des analgésiques, je portais mon attelle et je continuais à travailler. Soudain, l'écran de diagnostic principal fixé au mur s'est mis à clignoter d'un rouge aveuglant. Ce n'était pas un simple avertissement mineur, tout le tableau de bord central croulait sous les alertes de panne critique, un blocage massif de la base de données, deadlock. L'intégralité de la plateforme de distribution de la côte ouest venait de se déconnecter.
Une sueur froide a coulé dans mon cou. Des milliers de camions de livraison transportant des millions de dollars de denrées périssables et de cargaisons urgentes étaient soudainement à l'arrêt au beau milieu de la nuit, incapables d'accéder à leur manifeste de routage. J'ai frappé le bureau en métal avec ma main valide, ignoré la douleur fulgurante dans mon poignet et plongé frénétiquement dans les journaux d'erreur du système. Mes doigts ont volé sur le clavier mécanique, traçant les miettes numériques de cette panne catastrophique. Il m'a fallu exactement 30 secondes pour identifier le coupable. Quelqu'un avait complètement contourné l'environnement de test sécurisé, sandbox, et poussé un correctif expérimental et hautement instable de tarification dynamique directement sur les serveurs de production en direct. J'ai vérifié l'identifiant d'autorisation lié à la commande fatale, T-BA-VP-BA marketing. Tristan. Mon demi-frère de 24 ans. Le golden boy absolu de Victor. Le contraste entre nos vies donnait la nausée. Alors que j'avais passé le début de mes études à cumuler 3 emplois épuisants au salaire minimum simplement pour payer mes frais de scolarité parce que Victor refusait catégoriquement de toucher à ses précieux investissements immobiliers pour m'aider, Tristan, lui, avait tout reçu sur un plateau d'argent. Tristan disposait d'un fonds d'études colossal entièrement financé. Tristan avait reçu une voiture de sport sur mesure flambant neuve pour avoir simplement obtenu son diplôme de fin d'études secondaires avec une moyenne médiocre. Tristan avait été nommé vice-président du marketing 2 petites semaines après avoir décroché une vague licence en communication, des cours auxquels il assistait à peine. J'ai saisi mon téléphone portable et j'ai composé son numéro personnel avec colère. Il a sonné 5 fois avant qu'il ne décroche. J'ai immédiatement été assailli par les basses assourdissantes d'une boîte de nuit huppée, le tintement de verre en cristal coûteux et les rires insouciants de gens qui n'avaient jamais travaillé dur de toute leur vie. Julien, a crié Tristan par-dessus la musique électronique hurlante. Il avait l'air complètement ivre. Qu'est-ce que tu veux, mec? Je suis en train de conclure une affaire, là. Tu as fait planter tout le hub de la côte ouest, Tristan, ai-je dit en me massant l'arête du nez pour repousser un violent mal de tête. Tu as poussé cette mise à jour tarifaire foireuse directement sur les serveurs de production sans faire une seule simulation. Des camions sont bloqués sur les quais de chargement de Seattle jusqu'à San Diego. Et alors? A-t-il bafouillé, nullement troublé par la crise. Répare-le, frérot. C'est littéralement pour ça que papa te paie, non? T'es le troll du sous-sol, t'es le génie de l'informatique. Fais ta magie. Ce n'est pas une blague, Tristan, ai-je répliqué, ma patience s'évaporant complètement. Nous allons perdre 50 000 $ en frais de transaction rien que dans les 10 prochaines minutes si je ne parviens pas à annuler cette mise à jour corrompue. 50 000? T'es sérieux? S'est moqué Tristan bruyamment. J'ai entendu une voix de femme en arrière-plan lui demandant de payer une autre tournée de tequila hors de prix. C'est littéralement de l'argent de poche pour nous. Écoute, Julien, j'ai une grande vision pour cette boîte. Il faut aller vite et tout casser si on veut être disruptif. Nettoie juste le bazar avant que papa ne se réveille. Et arrête de faire ton loser. La ligne a coupé. Il m'avait raccroché au nez. J'ai fixé le téléphone avec une incrédulité totale. Mon sang bouillonnait d'une rage si intense que j'ai cru m'évanouir. Mais des années de conditionnement psychologique étaient profondément ancrées. J'ai ravalé ma fierté, me suis retourné vers les écrans lumineux et j'ai passé les 4 heures suivantes à réparer minutieusement les dégâts massifs qu'il avait causés par pure négligence. J'ai réécrit manuellement les tables de base de données corrompues. J'ai vérifié méticuleusement des milliers d'itinéraires. J'ai sauvé l'entreprise d'une matinée désastreuse et d'un cauchemar de relations publiques. Lorsque le soleil s'est enfin levé, projetant une lumière grise à travers la petite fenêtre du sous-sol, j'étais physiquement et mentalement épuisé, ne tenant que grâce à du café noir rassis et à une volonté désespérée. Je pensais sincèrement recevoir un simple merci, ou du moins une brève reconnaissance de la catastrophe que j'avais évitée dans l'ombre. À 9 heures précises, Victor a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration dans la salle de conférence principale. Je me suis assis tranquillement au bout de la longue table en acajou, sirotant une tasse de café amer en luttant contre le sommeil. Victor se tenait fièrement en bout de table, l'air affûté, plein d'énergie et prêt à conquérir le monde. Tristan était assis directement à sa droite, portant des lunettes de soleil de créateur à l'intérieur pour dissimuler sa gueule de bois monumentale, buvant un smoothie détox vert. Je veux commencer par annoncer d'excellents chiffres pour la région ouest, a lancé Victor avec enthousiasme en pointant un laser rouge sur le grand écran de projection. Le trafic global est en hausse.
L'efficacité se maintient sur tous les plans. Mais avant d'entrer dans les détails, je tiens à féliciter tout particulièrement notre vice-président du marketing, Tristan. Ma tête s'est redressée d'un coup. J'ai failli lâcher ma tasse sur la table. Tristan a pris une initiative particulièrement audacieuse la nuit dernière, a poursuivi Victor, rayonnant de fierté paternelle. Il a déployé le nouveau modèle de tarification dynamique en direct. C'était un coup de maître. Cela a permis de tester la résistance de nos systèmes et de nous montrer exactement où notre infrastructure vieillissante avait besoin d'évoluer rapidement. C'est exactement le genre de leadership agressif et avant-gardiste dont Vanguard Logistique a besoin à l'approche de notre introduction en bourse. Simon, l'un des membres seniors du conseil et l'échebotte notoire de l'entreprise, a hoché vigoureusement la tête, coup absolument brillant, Tristan. Très disruptif. Très Silicon Valley. Papa, ai-je interrompu, incapable de garder le silence une seconde de plus. La pièce est devenue totalement silencieuse, on aurait pu entendre une mouche voler. Cette mise à jour n'a pas testé le système. Elle a fait planter toute la base de données. Elle a corrompu les manifestes. J'ai passé 4 heures à restaurer le système et à corriger le noyau juste pour remettre les camions de livraison sur la route avant le quart de travail du matin. Le sourire fier de Victor a disparu instantanément. Ses yeux se sont rétrécis en 2 fentes sombres et impitoyables. Julien, a dit Victor sur un ton dégoulinant de condescendance, toujours coincé dans les détails techniques, toujours à te plaindre de la plomberie de base. Tristan a eu la vision nécessaire pour repousser les limites de cette entreprise. Il a apporté l'étincelle créative. Tu t'es simplement occupé du nettoyage. C'est la dynamique ici. N'essaie pas de voler la vedette à ton frère en public simplement parce que tu manques cruellement de sens des affaires. J'ai regardé autour de moi, cherchant désespérément un allié. Pas une seule personne n'a croisé mon regard. Ils ont tous soudainement trouvé leur bloc-notes incroyablement fascinant. Ils connaissaient tous la vérité, mais personne dans cette pièce n'osait s'opposer à Victor Grave. Alors que j'étais assis là, humilié et rabaissé publiquement pour avoir sauvé leur gagne-pain extrêmement lucratif, un souvenir puissant a refait surface dans mon esprit épuisé, le souvenir d'un homme nommé Harrison. Harrison était le cofondateur originel de Vanguard Logistique. C'était le seul homme doté d'une véritable conscience dans tout ce bâtiment, et honnêtement, la chose la plus proche d'un père aimant que j'ai jamais eue. Je me souvenais clairement de ce jour, il y a exactement 15 ans, lorsque nous travaillions dans ce garage glacial taché d'huile. Ma mère était à l'étage, perdant lentement sa douloureuse bataille contre une maladie en phase terminale, tandis que Victor passait ses journées dans les bars d'hôtels de luxe à faire du réseau en prétendant être millionnaire. C'est moi qui avais écrit le code. C'est Harrison qui en avait vu le véritable potentiel. Lorsque Victor avait tenté avec agressivité de me forcer à lui céder définitivement les droits légaux du logiciel à l'époque, Harrison était intervenu violemment. Il avait frappé du poing sur la table en bois et menacé de retirer intégralement son financement d'amorçage à moins que Victor ne se montre équitable avec moi. Harrison avait contraint Victor, qui était désespérément à court d'argent à ce moment-là, a signé l'accord Delta 9, un contrat de licence strict et non négociable d'une durée de 15 ans. « Protège-toi, gamin », m'avait dit Harrison la veille de sa crise cardiaque fatale. Ton père aime le reflet dans le miroir, pas les gens qui le tiennent. N'oublie jamais ça. Le souvenir s'est estompé, me laissant dans la réalité froide et brutale de la salle de conférence. Victor et Tristan riaient aux éclats d'une mauvaise blague que Simon venait de faire. Ils pensaient vraiment que je n'étais qu'un chien battu et loyal, toujours prêt à recevoir un nouveau coup de pied. Ils n'avaient aucune idée que la laisse qu'ils m'avaient passée au cou pendant 15 ans était sur le point de se rompre violemment. Je pensais que la trahison dans cette salle de réunion était le point le plus bas qu'ils pouvaient atteindre. J'allais rapidement apprendre jusqu'où allait leur cupidité écœurante. La tension suffocante de la réunion du matin s'est répercutée tout au long du week-end. Chaque dimanche, la présence au domaine de la famille Grave pour un dîner formel était strictement obligatoire. Si vous osiez ne pas vous présenter, Victor faisait de votre vie professionnelle un enfer vivant toute la semaine suivante, il vous enterrait sous une paperasse inutile et vous réprimandait publiquement devant les jeunes recrues. Le domaine était un immense manoir stérile situé dans le code postal le plus riche de l'État. Cela ressemblait beaucoup moins à une maison familiale chaleureuse qu'à un musée froid entièrement dédié à l'ego surdimensionné de Victor. Quand je suis enfin arrivé, garant ma vieille berline cabossée à côté d'une rangée de véhicules de luxe, ma belle-mère, Sylvia, a ouvert l'imposante porte d'entrée. Sylvia n'avait que quelques années de plus que moi,
une ancienne mannequin qui avait épousé Victor pour son compte en banque florissant. C'était une manipulatrice hors pair qui se drapait constamment dans des marques de luxe hors de prix et utilisait une fausse bienveillance comme une arme. Julian, a-t-elle soupiré théâtralement en me jaugeant de haut en bas avec un dégoût à peine voilé. Tu portes vraiment encore des vêtements achetés au rabais? Tu représentes cette famille prestigieuse. Tu devrais vraiment consacrer une partie de ton salaire à avoir une apparence présentable. Les voisins à la réunion de copropriété demandaient de tes nouvelles. C'est une chemise propre, Sylvia, ai-je marmonné en la bousculant presque pour entrer dans le grand hall qui sentait fort les compositions florales coûteuses et la cire à parquet. La table de la salle à manger était méticuleusement dressée avec du cristal fin et de l'argenterie polie. Victor trônait en bout de table. Tristan était affalé sur sa chaise, envoyant des textos de manière compulsive sur son dernier smartphone, ignorant totalement les autres personnes présentes. J'ai pris ma place assignée en silence. Tout le dîner a été un exercice pénible d'endurance mentale. Sylvia parlait sans fin de ses futures rénovations au club de golf et des commérages de l'immobilier local, tandis que Tristan se vantait bruyamment d'un nouveau bateau de luxe qu'il envisageait sérieusement d'acheter. De mon côté, je me concentrais intensément sur la découpe de mon steak trop cuit en morceaux parfaitement symétriques, essayant désespérément de devenir invisible. Lorsque le dessert, une pâtisserie au chocolat trop complexe, a été servi, Victor a tapé bruyamment sa lourde cuillère en argent contre son verre à vin en cristal pour réclamer l'attention de la pièce. J'ai une annonce très importante à faire, a déclaré Victor, sa voix grave résonnant dans la salle à manger caverneuse. Il a regardé chaleureusement Tristan, les yeux remplis d'une adoration absolue que je n'avais jamais reçue de toute ma vie. Puis son regard froid s'est posé sur moi, et toute chaleur a disparu instantanément, remplacée par une lueur calculatrice. Les banquiers d'affaires ont enfin finalisé les documents préliminaires pour l'introduction en bourse, a dit Victor avec un large sourire avide. Ils nous ont officiellement donné notre valorisation boursière ce matin, 1,2 milliard de dollars. Mon souffle s'est coupé net dans ma gorge. 1,2 milliard de dollars. C'était un chiffre astronomique. Même avec ma part minoritaire sans droit de vote dans l'entreprise, j'aurais assez d'argent pour prendre ma retraite confortablement, enfin subir l'opération pour réparer mon poignet et disparaître à tout jamais de cette famille toxique. C'est absolument incroyable, ai-je dit, sincèrement choqué par l'ampleur du chiffre. En effet, a acquiescé Victor avec aisance. Mais le marché boursier exige une histoire percutante et novatrice. Les grands investisseurs veulent de la jeunesse, une énergie sans limite et un charisme indéniable. Ils veulent un visage vendeur pour incarner l'avenir de la logistique mondiale. Il a tendu le bras et a posé fermement sa lourde main sur l'épaule de Tristan. C'est précisément pourquoi, avec effet immédiat dès le lancement de l'IPO le mois prochain, Tristan sera officiellement nommé président-directeur général de Vanguard Logistique. Je l'ai fixé avec une incrédulité totale. Le silence dans l'immense pièce était assourdissant. J'entendais le tic-tac de l'horloge comptoise dans le couloir. PDG? Ai-je fini par lâcher, la voix brisée. Papa, il a 24 ans. Il ne sait pas comment fonctionne l'infrastructure technique. Il ne sait pas comment gérer des réseaux logistiques complexes. Il a fait planter toute la plateforme Ouest il y a 3 jours et a failli nous faire perdre nos plus gros clients. Tristan comprend les gens, Julian, est intervenu Sylvia en sirotant délicatement son vin hors de prix. Il a ce petit quelque chose, le facteur X. Il sait séduire le conseil d'administration. Toi, tu n'es qu'un informaticien. Tu n'as pas les compétences sociales requises pour diriger une entreprise publique valorisée à plus d'1 milliard. Le facteur X ne va pas calculer automatiquement le trajet de 5000 camions de livraison à travers un blizzard dans le Midwest. Ai-je répliqué, ma voix montant en volume. Si vous faites la bêtise de le mettre aux commandes du système central, toute l'entreprise va s'effondrer en moins d'1 mois. C'est exactement pour cela que tu restes à bord, a répondu Victor, nullement troublé par ma panique. Nous restructurons l'organigramme de manière stratégique. Tu rendras compte directement à Tristan en tant que directeur principal du support technique. Ton unique rôle sera de garder les lumières allumées et les serveurs en état de marche pendant que ton jeune frère nous fera entrer dans le nouveau siècle. J'ai senti tout le sang quitter mon visage. J'ai eu la nausée. Le support technique? Je suis le directeur de l'ingénierie. C'est moi qui ai bâti toute l'architecture de cette entreprise. Vous me rétrogradez définitivement? Ce n'est qu'un titre sans importance, Julian, a raillé Victor en balayant l'air de la main comme si ma carrière ne valait rien.
Tu représentes la phase héritée de cette entreprise. La vieille tuyauterie. Nous avons désespérément besoin de visionnaires maintenant. Tristan a enfin levé les yeux de son téléphone et m'a adressé un sourire narquois. T'en fais pas, Jules. Je ne vais pas trop te fliquer. Assure-toi juste que la connexion internet de mon bureau ne saute pas quand je regarde mes séries. Ils étaient en train de m'effacer complètement. Ils s'appropriaient l'empire pour lequel j'avais saigné chaque jour, collaient le nom doré de Tristan sur la façade du bâtiment et m'enfermaient pour toujours dans un sous-sol obscur pour que je l'entretienne en silence à leur profit. Immédiatement après le dîner, Victor m'a convoqué sèchement dans son bureau privé. C'est à ce moment précis qu'il a fait glisser l'accord de cession perpétuelle de droit sur son bureau. C'est là qu'il m'a offert un unique dollar insultant pour mon logiciel propriétaire de 600 millions de dollars. C'est là qu'il m'a regardé dans les yeux et m'a qualifié de roue de secours inutile. Quand je suis enfin sorti de son bureau ce soir-là, prétendant être effrayé et avoir besoin d'un avocat pour examiner les documents, je n'ai pas pris le chemin de mon petit appartement. J'ai roulé à vive allure sur la Pacific Coast Highway déserte, l'air marin glacial fouettant mon visage à travers les vitres ouvertes de ma voiture. Ma poitrine était oppressée, comme enserrée dans des bandes d'acier. Ma vue se brouillait de larmes de rage pure. Je me suis arrêté dans une station-service déserte et mal éclairée, garant ma berline sous un lampadaire vacillant, et j'ai composé le numéro privé de Gideon. Gideon était un avocat d'affaires redoutable et impitoyable, un véritable requin en costume 3 pièces. Et par-dessus tout, il devait toute sa brillante carrière à Harrison. Il détestait Victor Grave presque autant que moi. Julien, a répondu Gideon dès la deuxième sonnerie, la voix alerte, détectant immédiatement l'angoisse dans ma respiration. Il est très tard. Que s'est-il passé exactement? Victor a exigé que je signe une cession totale de mes droits ce soir, ai-je dit en fixant l'autoroute sombre. Il veut m'acheter légalement le noyau pour $1 symbolique avant le lancement de l'IPO le mois prochain. Gideon a poussé un long sifflement grave. Je n'ai rien signé, ai-je confirmé rapidement. Gideon, l'accord Delta 9. Le contrat spécifique qu'Harrison l'a forcé à signer dans le garage à l'époque. Tu as toujours l'exemplaire original notarié sous clé dans ton coffre-fort? J'ai entendu le son métallique d'un lourd coffre-fort qui s'ouvrait en arrière-plan, puis le froissement de feuilles épaisses. Je l'ai entre les mains, a dit Gideon, sa voix descendant d'un octave, pleine d'excitation contenue. Section 17C, durée et résiliation. La licence du logiciel est légalement valide pour une durée exacte de 15 ans. Si un renouvellement formel par écrit n'est pas signé par les deux parties concernées, tous les droits reviennent intégralement et immédiatement à l'auteur original. Quand expire-t-elle exactement, ai-je demandé, le cœur battant à tout rompre. Gideon a marqué une pause théâtrale, ce vendredi, à 17h précise, heure du Pacifique. J'ai fermé les yeux. Les pièces du puzzle se mettaient parfaitement en place. Victor ne faisait pas que montrer sa cupidité habituelle, il était aux abois. Il savait parfaitement que le compte à rebours tournait. Julien, a repris Gideon d'un ton d'une gravité absolue, si tu ne signes pas ce document de cession et que Victor néglige de demander formellement une prolongation avant 17h vendredi, tu deviens légalement le propriétaire de tout le système d'exploitation de l'entreprise. Vanguard Logistique tournera immédiatement sur une propriété volée. Mais tu dois être prêt pour une guerre totale. Victor va tenter de te détruire. Il va te traîner devant tous les tribunaux civils du pays. J'ai regardé attentivement mon reflet fatigué dans le rétroviseur de ma voiture. J'ai vu les cernes sombres et profonds sous mes yeux, les cheveux gris prématurés sur mes tempes. J'ai vu un homme brisé qui avait absolument tout donné à une famille abominable qui le considérait comme un déchet. Rédige la mise en demeure ce soir, ai-je dit calmement, une nouvelle flamme s'allumant dans ma poitrine. Rends-la inattaquable. Ne laisse aucune faille juridique. Tu es absolument certain de vouloir faire ça, a demandé Gideon, un soupçon de sourire dans la voix. Il m'a traité de roue de secours inutile, ai-je répondu, la voix glaciale. Je vais lui montrer exactement ce qui se passe quand on jette le moteur hors de la voiture en pleine course. Je pensais que la décision de me battre allait me terrifier. Mais entrer directement dans l'œil de cette tempête a été la sensation la plus apaisante que j'ai ressentie en 20 longues années. Toute la semaine précédant ce fameux vendredi a semblé complètement irréel. C'était exactement comme marcher tranquillement dans une immense et somptueuse demeure en sachant qu'il y a une fuite de gaz explosive, alors que tous les autres sont occupés à craquer des allumettes pour allumer leurs cigares de luxe. L'atmosphère au siège de Vanguard Logistique était quasi maniaque.
L'euphorie de l'introduction en bourse avait contaminé chaque employé, des hauts dirigeants jusqu'au personnel d'entretien. Des bouteilles de champagne étaient débouchées dans le département des ventes avant même le déjeuner. Les jeunes développeurs marchaient les yeux écarquillés, chuchotant avec enthousiasme au sujet des stock options qu'on leur avait promises mais dont ils ne verraient probablement jamais la couleur. Dans le parking réservé aux cadres, des Porsche rutilantes et une Lamborghini jaune criarde récemment achetée par Tristan occupaient avec arrogance toutes les places de choix. J'étais assis dans mon petit bureau, un aquarium vitré exigu coincé entre la salle des serveurs glaciales et la salle de pause bruyante, observant ce cirque avec le détachement d'un fantôme. J'ai fait mon travail avec rigueur, j'ai répondu aux tickets de support, maintenu le réseau logistique dans un état de fonctionnement impeccable, jouant à la perfection le rôle de l'employé soumis et brisé. Jeudi en fin d'après-midi, la porte vitrée de mon bureau s'est ouverte avec fracas sans que personne ne frappe. Tristan est entré d'un pas assuré, tenant nonchalamment un café artisanal hors de prix. Juste derrière lui se trouvait une femme élégante tenant un mètre ruban numérique et un iPad lumineux. « Bon, Fiona, je pensais sérieusement qu'on devrait abattre complètement cette paroi vitrée, » a dit Tristan à voix haute en désignant vaguement mon espace de travail, sans même daigner reconnaître ma présence. Je veux vraiment ouvrir cet espace, en faire un centre de bien-être moderne, peut-être un studio de yoga très esthétique ou un module de méditation insonorisé exclusivement pour l'équipe marketing. Fiona, la décoratrice d'intérieur, a hoché la tête avec empressement en prenant des notes. Oh, absolument, Tristan. Un sol en bambou adoucirait vraiment l'ambiance industrielle. On pourrait ajouter un mur végétal en mousse juste là où se trouvent ces écrans. Excusez-moi, ai-je dit d'une voix ferme qui a coupé court à leur séance de planification ridicule. Tristan a enfin baissé les yeux vers moi, feignant la surprise. Oh, salut Jules. Waouh, je ne t'avais pas vu caché derrière tous ces écrans ennuyeux. Écoute, ne t'inquiète pas pour les mesures pour l'instant. Dès que tu auras descendu ton vieux matériel dans l'annexe du sous-sol lundi matin, Fiona va complètement vider cet étage pour le moderniser. L'annexe du sous-sol dont il parlait était un bunker en béton sombre et sans fenêtre, situé juste à côté de la chaudière industrielle assourdissante. C'était là que l'entreprise stockait les chaises de bureau cassées et les vieilles imprimantes poussiéreuses. Je n'ai pas encore officiellement signé les papiers de cession de droit, Tristan, lui ai-je rappelé calmement, le visage impassible. Tristan a levé les yeux au ciel avec exaspération et a bu une gorgée de café. Peu importe, mec. Papa a dit que tu faisais juste un caprice pathétique parce que tu es jaloux de ma promotion. Signe ce stupide bout de papier pour qu'on devienne tous immensément riches, d'accord? Ne viens pas gâcher mon humeur juste avant le plus grand week-end de ma vie. Il s'est aussitôt détourné en pointant à nouveau mon bureau. Fiona, est-ce qu'on peut installer un bar à smoothie bio haut de gamme pile à cet endroit? Je les ai laissés parler. Je suis resté assis en silence pendant qu'ils planifiaient leur studio de yoga. J'ai jeté un regard calme au calendrier numérique affiché sur mon second écran, vendredi, 16h45. L'étage commençait à se vider considérablement, les employés partant plus tôt pour le week-end afin de célébrer l'introduction en bourse. Mon petit bureau était plongé dans un calme olympien, seulement troublé par le ronronnement des serveurs voisins. Clara, l'assistante de direction de Victor, chroniquement surmenée et stressée, est soudainement apparue sur le pas de ma porte. Elle avait l'air terrifiée, serrant un porte-bloc contre sa poitrine. « Julien ?» a-t-elle demandé timidement, la voix tremblante. Monsieur Grave réclame les documents de cession signés de manière très agressive. Il est furieux là-haut. Il a dit qu'il les voulait absolument sur son bureau avant 17h pour que l'équipe juridique puisse les déposer officiellement lundi matin avant la tournée de présentation de l'IPO. Dis-lui que je les imprime à l'instant, Clara, ai-je dit en lui offrant un sourire rassurant. J'avais sincèrement de la peine pour elle, et elle subissait ses abus au quotidien. Clara a poussé un immense soupir de soulagement. Oh, merci mon Dieu. Je ne voulais vraiment pas être celle qui lui annoncerait un refus. Passez un excellent week-end, Julien. Elle s'est retournée et s'est empressée de descendre le couloir. Je suis resté parfaitement immobile jusqu'à ce que l'horloge numérique affiche précisément 16h55. J'ai ouvert calmement le fichier hautement crypté que Gideon m'avait envoyé plus tôt dans la semaine. Ce n'était absolument pas l'accord de cession perpétuelle que Victor attendait avec impatience. C'était une page unique, rédigée avec une précision juridique implacable et dévastatrice, notification d'expiration de licence et mise en demeure de cesser et de s'abstenir. J'ai cliqué sur « Imprimer ». La vieille imprimante laser dans le coin de mon bureau a vrombit un bruit mécanique réconfortant.
Je me suis levé lentement et j'ai récupéré la feuille encore chaude. Dans le tiroir supérieur verrouillé de mon bureau, j'ai sorti un lourd stylo plume en argent poli. C'était la seule et unique chose matérielle qu'Harrison m'avait laissée dans son testament. J'ai dévissé le capuchon et j'ai apposé ma signature fermement au bas du document juridique. L'encre noire et épaisse semblait définitive, irrévocable. J'ai jeté un dernier regard autour de ce petit bureau vitré, le clavier mécanique usé, la haute pile de manuels techniques que j'avais mémorisés, et la petite photo encadrée de ma défunte mère, dissimulée dans un coin. 15 années brutales de ma vie étaient contenues entre ces 4 murs de verre. J'ai pris mon téléphone portable et mes clés de voiture. Je n'ai pas pris la peine de remplir un carton de déménagement. Je n'ai emporté aucun des faux trophées d'entreprise ni aucune plaque d'employé du mois sans valeur. J'ai simplement pris cette unique feuille de papier qui détenait la clé de ma liberté totale. Je suis sorti du bureau. L'immense salle des serveurs bourdonnait bruyamment derrière moi à un rythme cardiaque numérique puissant qui allait s'arrêter net d'ici quelques heures. J'ai croisé les derniers développeurs qui riaient de leur projet de week-end. Je suis passé exactement à l'endroit où Tristan voulait installer son bar à smoothie bio. Je suis entré dans l'ascenseur en verre et j'ai appuyé sur le bouton lumineux de l'étage de direction. Les chiffres rouges ont défilé, 16h57. 16h58. 16h59. Les portes métalliques ont glissé silencieusement. L'étage de direction était plongé dans un silence de cathédrale, recouvert d'une moquette épaisse qui étouffait le bruit de mes pas. Je suis passé devant le bureau vide de Clara et j'ai poussé les lourdes portes en chêne menant directement à l'immense bureau d'angle de Victor. Victor se tenait fièrement près de la baie vitrée panoramique, se versant un grand verre d'un scotch d'âge mûr hors de prix. Il a regardé par-dessus son épaule d'un air suffisant lorsque je suis entré. « Tu es vraiment tout juste à l'heure, Julian ?» a-t-il dit avec arrogance en consultant sa lourde Rolex en or. « Il est exactement 17 heures. Arrête de me faire perdre mon temps précieux et pose ces papiers sur le bureau. » J'ai avancé lentement, mon cœur battant à un rythme régulier et puissant, et j'ai déposé l'unique feuille de papier au centre exact de son sous-main en cuir. J'ai fait un pas en arrière délibéré, j'ai regardé droit dans les yeux cet homme cruel qui m'avait tourmenté toute ma vie, et j'ai attendu silencieusement l'explosion qui allait anéantir son monde à $1 milliard. Je me tenais immobile au centre de son bureau opulent. Le silence était total, seulement rompu par le léger tintement de la glace contre le cristal alors que Victor prenait une autre gorgée de scotch. Il n'a pas immédiatement baissé les yeux vers le papier posé sur son bureau, son arrogance l'en empêchait. Il était intimement convaincu que cette feuille était l'accord de cession perpétuelle de mes droits. Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'avais cédé sous sa pression, comme je l'avais fait pendant 15 misérables années. Victor a lentement posé son verre sur un dessous de verre en cuir. Il a ajusté les poignets de son costume anthracite sur mesure, s'assurant que ses boutons de manchette en or massif captaient la lumière de l'après-midi. Il m'a adressé un sourire triomphant et écœurant, un sourire dénué de tout amour paternel, n'exprimant que la satisfaction froide d'un requin d'affaires qui venait d'avaler un plus petit poisson. Il a tendu le bras d'un geste assuré, a ramassé le document et l'a approché de son visage. J'ai observé ses yeux. J'ai assisté à l'instant précis où l'illusion magistrale qu'il avait construite s'est brisée en éclats. Ce fut une leçon fascinante de micro-expressions humaines. D'abord, une légère confusion, ses sourcils épais et soignés se sont froncés. Il a plissé les yeux devant le texte en gras en haut de la page, comme si les mots étaient écrits dans une langue étrangère incompréhensible. Puis, la confusion s'est rapidement transformée en une incrédulité profonde. Il a cligné des yeux à plusieurs reprises et a relu l'en-tête, notification d'expiration de licence et mise en demeure de cesser et de s'abstenir. Enfin, l'incrédulité a explosé en une rage volcanique pure et incontrôlée. Le sang a afflué instantanément à son visage, prenant une teinte cramoisie menaçante. « Qu'est-ce que c'est que ces ordures ?» a chuchoté Victor, la voix étranglée par une fureur soudaine. « C'est une notification juridique officielle ?» ai-je répondu d'une voix incroyablement calme, posée et totalement dénuée de la peur qu'il avait l'habitude d'entendre chez moi. J'ai délibérément jeté un coup d'œil à ma montre, depuis exactement 2 minutes, l'accord de licence de 15 ans pour le code source du noyau a officiellement expiré. Étant donné qu'aucun renouvellement formel n'a été déposé par ton équipe juridique et qu'aucune prolongation ne t'a été accordée par mes soins, tous les droits de propriété intellectuelle me sont intégralement et immédiatement revenus, à moi, l'unique auteur et créateur du logiciel. J'ai marqué une pause pour laisser le lourd silence peser, m'assurant que chaque mot pénètre son ego boursouflé.
Vanguard Logistique et toi exploitez actuellement une propriété volée, ai-je poursuivi en le fixant droit dans les yeux. Cette lettre est une sommation formelle de mon avocat exigeant la cessation immédiate de toute utilisation de ma propriété intellectuelle. Si vous exécutez une seule ligne de ce code, vous violez la loi fédérale sur le droit d'auteur. Victor a lâché la feuille de papier sur son bureau comme si elle était en feu. Il a poussé un rire rauque et incrédule, le rire frénétique d'un homme qui tente désespérément de garder le contrôle d'une situation qui lui échappe totalement. « Tu plaisantes ?» a craché Victor en pointant un doigt accusateur vers moi. « C'est une mauvaise blague. Une protestation passive-agressive pitoyable parce que tu n'as pas eu la promotion que tu voulais. Tu fais un caprice parce que j'ai donné le titre de PDG à Tristan au lieu de toi. Ce n'est pas une blague, papa, ai-je dit fermement. C'est la loi. Vérifie les statuts initiaux de l'entreprise déposés il y a 15 ans. Vérifie l'accord Delta 9 qu'Harrison t'a forcé à signer quand nous étions dans le garage. Il savait exactement quel genre d'homme tu étais. Il s'est assuré que je sois protégé. » À la mention soudaine du nom d'Harrison, le visage de Victor s'est tordu de fureur. « Harrison est mort. Il est mort depuis des années. Et tu crois qu'un bout de papier signé par un mort a la moindre valeur? Je suis la seule loi dans ce bâtiment. Ce code est installé sur mes serveurs physiques. Il fait rouler ma flotte de camions en ce moment même. Il génère mes revenus. Tu ne peux pas simplement le reprendre par magie comme un pull qu'on t'aurait prêté. En vertu de la loi fédérale, j'en ai absolument le droit, ai-je rétorqué d'un ton parfaitement neutre. Section 17C du contrat. Tu aurais dû prêter plus d'attention aux détails juridiques au lieu de te focaliser uniquement sur ton portefeuille immobilier et tes adhésions au club de golf. Victor a frappé violemment le bureau en acajou de ses 2 poings. Le verre de scotch a tremblé dangereusement. « Tu es viré !» a hurlé Victor à plein poumon, des postillons volant de sa bouche. « Sors de mon bâtiment ! Disparais de ma vue avant que je ne demande aux agents de sécurité de te traîner par les cheveux et de te jeter à travers les portes vitrées. Je vais t'enterrer sous un procès d'une telle ampleur que tu ne reverras jamais la lumière du jour. Je démissionne officiellement, ai-je dit en plongeant la honte dans ma poche. J'ai sorti mon badge en plastique de l'entreprise et l'ai déposé sur le bureau, juste à côté de la mise en demeure. Tu ne peux pas me virer. Je pars. Tu reviendras en rampant. A-t-il éructé, perdant totalement le contrôle. Dans une semaine, tu me supplieras pour un travail au salaire minimum. Tu n'es rien sans mon argent. Tu n'as aucun héritage. Tu n'es qu'une pièce de rechange inutile et pathétique. Peut-être bien, ai-je répondu en faisant un pas en arrière vers les portes en chaîne. Mais cette pièce de rechange inutile vient d'emporter tout le moteur avec elle. Sors d'ici, a crié Victor, le visage déformé par une haine pure. J'ai tourné le dos à mon père pour la toute dernière fois et je suis sorti de ce bureau opulent. Mon cœur battait si fort que j'entendais le sang résonner dans mes oreilles, mais mes mains ne tremblaient pas. J'ai senti un poids immense se détacher de mes épaules. Je me sentais comme un homme venant d'être gracié après une peine de prison à perpétuité. J'ai descendu calmement le long couloir, pris l'ascenseur jusqu'au hall d'entrée vitré et suis passé devant le poste de sécurité. Le chef de la sécurité, un homme âgé et bienveillant nommé Marcus, m'a adressé un signe amical de la tête. Je lui ai rendu son salut. J'ai poussé les portes tambours et suis sorti dans l'air frais de la soirée. Le soleil se couchait sur la ville tentaculaire, peignant le ciel de teintes orange et pourpre. L'air sentait les gaz d'échappement et l'iode de l'océan, mais pour moi, c'était l'air le plus doux que j'ai jamais respiré. Mon téléphone a vibré violemment dans ma poche, un texto furieux de Victor. Si tu ne règles pas ces inepties juridiques d'ici demain matin, je te traîne en justice et je te détruis. J'ai bloqué son numéro avec sérénité. Puis j'ai bloqué celui de Tristan. Enfin, j'ai systématiquement bloqué chaque ligne téléphonique de l'entreprise. Je suis monté dans ma vieille berline, j'ai tourné la clé de contact et j'ai quitté Vanguard Logistique. Je n'ai pas jeté un seul regard en arrière vers cet immense gratte-ciel reflétant le coucher du soleil. Je n'en avais pas besoin, je savais exactement ce qui allait se produire aux 12 coups de minuit. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Assis sur le petit balcon exigu de mon modeste appartement avec un verre de vin rouge bon marché, je regardais les lumières de la ville scintiller au loin. J'attendais. Le mécanisme numérique que j'avais secrètement intégré au code source du noyau toutes ces années auparavant n'était pas un virus malveillant. Je n'étais pas un criminel d'affaires et je n'avais aucune intention de finir dans une prison fédérale.
Il s'agissait simplement d'un protocole standard de gestion des droits numériques, DRM. Chaque nuit, à minuit pile, temps universel coordonné, les serveurs maîtres de Vanguard Logistique envoyaient automatiquement un signal discret et silencieux via le réseau sécurisé vers un serveur privé et crypté que j'entretenais dans mon propre sous-sol. C'était une poignée de main numérique, le serveur de Vanguard demandait « Détenons-nous une licence logicielle valide à ce jour ?» Et mon serveur privé vérifiait le calendrier et répondait « Oui, voici le jeton numérique pour les prochaines 24 heures. » C'était la sécurité ultime, le protocole FAIL-SAF, un coupe-circuit numérique. À 23h59 précise, j'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à la console de mon serveur privé. J'ai regardé les lignes de texte vertes défiler sur l'écran sombre. 23h59 minutes 58 secondes. 23h59 minutes 59 secondes. Minuit. La requête automatisée est arrivée pile à l'heure. Demande de connexion en 32, Vanguard Serveur 1. Mon serveur privé a immédiatement interrogé la base de données sécurisée, localisé l'entrée correspondant à la licence Delta 9 et comparé la date actuelle à la date d'expiration stricte, date actuelle supérieure à la date d'expiration. La réponse automatisée a été transmise instantanément à une simple ligne de code qui allait coûter $1 milliard à mon père. Réponse, 403 Forbidden. Licence expirée. Accès refusé. J'ai bu une lente gorgée de mon vin bon marché, savourant l'instant. À exactement 10 km de là, dans le sous-sol géant du siège de Vanguard Logistique, le chaos invisible venait officiellement de commencer. Ce ne fut pas spectaculaire, pas d'étincelles, pas de sirène hurlante, pas d'incendie réel. Juste un silence numérique total et paralysant. L'immense écran du centre d'opération réseau, qui affichait en direct des milliers de camions de livraison sur une carte lumineuse, s'est figé d'un coup. Les points verts en mouvement sont devenus gris, morts. Puis, les verrous de sécurité en lecture seule se sont activés sur tout le réseau. La base de données centrale gérant tous les itinéraires complexes s'est verrouillée. Le système de paie traitant les salaires de milliers d'employés s'est verrouillé. Le portail client ultra sécurisé où les géants de la vente passaient leurs commandes massives s'est verrouillé. J'imaginais parfaitement la scène de panique, le superviseur réseau de nuit fronçant les sourcils devant ses écrans, cliquant frénétiquement avec sa souris et tapant sur son clavier, totalement incapable d'entrer la moindre commande. Les téléphones du centre d'appel qui commençaient à sonner sans arrêt. Les directeurs d'entrepôts furieux, incapables de charger les camions. Les chauffeurs bloqués réclamant de nouveaux itinéraires. À minuit 15, mon téléphone personnel que j'avais délibérément laissé accessible aux numéros inconnus s'est mis à clignoter comme un arbre de Noël. Il sonnait en boucle. J'ai laissé chaque appel basculer directement sur ma messagerie vocale. À minuit 30, le premier email furieux d'un client corporatif majeur est arrivé dans ma boîte de réception personnelle. Ils avaient dû déterrer mes coordonnées dans un ancien ticket de support, urgence, système hors service. Perte de dizaines de milliers de dollars par minute. Merci de répondre immédiatement. J'ai calmement refermé l'écran de mon ordinateur portable. Le piège s'était refermé. Je savais que Victor tenterait de riposter, et je savais que Tristan allait commettre une erreur fatale. Le lendemain matin, la nouvelle a fait la une des chaînes financières, Vanguard Logistique, la coqueluche de la saison des introductions en bourse, subissait une panne générale inexpliquée. Des camions faisaient la queue sur des kilomètres devant les centres de distribution à travers tout le pays. J'ai allumé mon téléphone d'urgence sécurisé, dont le numéro n'était connu que de mon avocat Gideon et de quelques jeunes ingénieurs de confiance que j'avais formés au fil des ans. Un texto affolé de Félix, un jeune administrateur système terrifié, est apparu immédiatement, c'est un bain de sang ici, Julien. Il menace de virer tout le département informatique. Tristan hurle littéralement devant les baies de serveurs. Dis-moi que tu reviens pour réparer ça. J'ai appelé Félix. Il a décroché à la première sonnerie, la respiration hachée par la panique, Julien, oh mon Dieu, merci d'avoir appelé. On n'arrive pas à entrer dans la base centrale. Tout est lourdement crypté. Tristan est en train de devenir complètement fou. Je ne reviendrai pas, Félix, ai-je répondu calmement. Qu'est-ce que Tristan est en train de faire exactement? Il a paniqué, a murmuré Félix à toute vitesse, de peur d'être entendu. Il a utilisé la carte bancaire de l'entreprise pour engager une équipe externe de hackers indépendants ce matin. Il a totalement court-circuité le service juridique. Ces types essaient de forcer le cryptage du noyau par attaque par force brute.
Il lance des scripts agressifs pour casser ta clé maîtresse. Un sourire glacial a étiré mes lèvres. J'avais anticipé l'arrogance de Tristan et son absence totale de compétences techniques. Et que s'est-il passé quand ils ont lancé le script, Félix? Le protocole d'autodéfense interne s'est déclenché. A dit Félix, la voix tremblante de terreur. Toute la base de données s'est brouillée automatiquement pour protéger les données contre l'intrusion non autorisée. Tout est devenu illisible maintenant. Les noms des clients sont devenus des suites de chiffres aléatoires, les itinéraires de livraison des caractères incompréhensibles. Et on a complètement perdu les sauvegardes secondaires parce que Tristan nous avait obligés à les synchroniser avec l'environnement de production pour économiser sur le stockage. Parfait, ai-je dit calmement. Cela signifie que le protocole de sécurité fonctionne exactement comme je l'ai conçu. En arrière-plan de l'appel, j'entendais une voix aiguë et hystérique résonner dans le couloir, c'était Tristan. Je me fiche des clés de cryptage. Cherchez une porte dérobée sur Google. On a les auditeurs de Wall Street assis en haut dans la salle de conférence qui exigent des réponses. Réparez ce foutu code. Je dois raccrocher, Julien. A couiné Félix, paniqué. Il réclame encore le mot de passe-route. Ne leur donne rien, Félix. Protège-toi. De toute façon, l'accès route est définitivement lié à mes données biométriques. C'est totalement fini. J'ai raccroché et éteint le téléphone. L'incompétence pure de Tristan venait de transformer un verrouillage juridique temporaire en une perte de données catastrophique et irréversible. Ils venaient littéralement de mettre le feu à leur propre maison pour éviter de payer l'hypothèque. L'ironie de voir le Golden Boy détruire l'Empire était presque trop douce à savourer. La roue de secours inutile était officiellement devenue la seule personne sur Terre capable de les sauver, et j'étais totalement indisponible. Tout le week-end s'est déroulé dans un calme irréel pour moi. J'ai gardé les stores de mon appartement fermés, mon téléphone principal éteint et mon esprit totalement serein. Pendant que j'étais assis sur mon canapé défraîchi à lire des romans achetés des années plus tôt et jamais ouverts, je savais que ma famille s'enfonçait dans un enfer de flammes qu'elle avait elle-même allumé. Dès le lundi matin, les chaînes d'information financière s'en donnaient à cœur joie. J'ai allumé mon petit téléviseur en préparant un toast. Le bandeau rouge d'alerte sur CNBC défilait au bas de l'écran, le géant de la logistique Vanguard suspend toutes ses opérations. L'introduction en bourse d'1 milliard de dollars officiellement reportée Sindai. La journaliste se tenait en direct devant le siège de Vanguard. Derrière elle régnait un chaos indescriptible, des gardes de sécurité privés tentaient de bloquer les caméras de télévision, des centaines d'employés sortaient des portes vitrées avec des cartons, l'air désemparé, et des camions de livraison faisaient la queue tout autour du pâté de maison. Leurs moteurs tournant au ralenti tandis que les chauffeurs furieux criaient sur les responsables. Les prestigieux auditeurs de Wall Street avaient officiellement quitté les lieux dimanche après-midi, publiant un communiqué laconique et dévastateur faisant état d'incertitudes matérielles majeures quant à la propriété intellectuelle et d'une instabilité opérationnelle totale. Dans le monde financier, le mot « suspendu » équivaut à un arrêt de mort. Une hypo repose entièrement sur la dynamique et la confiance du public. Dès lors que cette dynamique est brisée, la marque est marquée au fer rouge. La glorieuse valorisation de 1,2 milliard de dollars ne s'était pas simplement effondrée, elle s'était volatilisée. À la clôture de la bourse le lundi, les analystes valorisaient Vanguard Logistique au niveau d'actifs en détresse. Victor Grave venait de perdre 1 milliard de dollars en 72 heures, simplement parce qu'il était trop arrogant et cupide pour payer son propre fils à sa juste valeur. Mardi soir, le silence de mon appartement a été brisé par la sonnerie agressive de mon interphone. Je me suis approché de la porte et j'ai regardé par le Judas. Debout dans le couloir sombre de mon immeuble modeste se trouvaient Victor et Sylvia. Ils n'avaient amené aucun avocat d'affaires, aucun service de sécurité privée. Il n'y avait que mon père et ma belle-mère, ressemblant à des monarques déchus contraints de visiter un bidonville. Victor semblait avoir vieilli de 10 ans depuis vendredi. Son costume sur mesure était froissé et taché de café, sa cravate en soie de travers. Son sourire arrogant avait fait place aux traits affaissés et épuisés d'un homme qui n'avait pas dormi depuis 4 jours. Sylvia semblait terrifiée, serrant son sac de créateur contre sa poitrine comme un bouclier. J'ai déverrouillé lentement le loquet et entrouvert la lourde porte en bois, laissant la chaîne de sécurité en place. « Julien » a dit Victor d'une voix éraillée, totalement dépouillé de son autorité habituelle. « S'il te plaît, est-ce qu'on peut entrer ?»« Absolument pas » ai-je répondu, la voix glaciale.
Tout ce que vous avez à me dire, vous pouvez le dire à travers cette ouverture. Nous sommes une famille, Julian. A supplié Sylvia, les yeux embués de larmes qui étaient peut-être sincères pour la première fois de sa vie. S'il te plaît, tu dois arrêter ça. C'est allé beaucoup trop loin. Tristan fait de graves crises de panique. Des employés innocents, des centaines de braves gens vont perdre leur travail et leur assurance maladie à cause de ton entêtement. N'ose même pas faire peser le sort de ces employés sur ma conscience. Ai-je tranché, le regard dur. J'ai contacté Gideon hier et j'ai créé un fonds d'indemnité de départ pour toute l'équipe d'ingénieurs. J'ai personnellement viré 50 000 $ de mes modestes économies pour les aider à payer leur loyer et leurs courses ce mois-ci. Qu'est-ce que tu as fait pour eux, Victor? À part leur hurler dessus et leur faire porter le chapeau pour tes propres échecs? Victor a tressailli physiquement, comme si je l'avais giflé. On peut arranger ça, Julian. Je suis prêt à admettre que nous avons peut-être négligé par inadvertance certains détails administratifs concernant ton ancien contrat. Des détails administratifs? Ai-je ri d'un rire sec et amer. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as traité de roue de secours inutile. Tu as essayé de me voler le travail de toute une vie, une plateforme logicielle qui vaut des centaines de millions, pour un misérable dollar. J'étais sous une pression immense. S'est emporté Victor, sa vieille colère refaisant surface un bref instant avant qu'il ne la réprime. Écoute, arrêtons de nous comporter comme des enfants et parlons affaires. Tu veux de l'argent, c'est évident. C'est bon, tu as gagné la partie. Je suis prêt à t'offrir un accord très généreux, ici et maintenant. D'une main tremblante, il a sorti un carnet de chèques en cuir de sa veste froissée. 5 millions de $, a dit Victor, la voix vacillante. De l'argent liquide, net. Là, tout de suite. Je fais le chèque à la seconde même. Tu nous donnes la clé maîtresse de cryptage, tu signes un nouveau contrat de licence et on sauve l'introduction en bourse. 5 millions de $. Ai-je répété lentement, laissant ce chiffre insultant flotter dans l'air. C'est une somme incroyable, Julian. Tu pourrais prendre ta retraite définitivement. Tu pourrais enfin te payer cette opération coûteuse pour ton poignet. Tu pourrais acheter une belle maison qui ne sent pas le chou bouilli et les produits ménagers bon marché. J'ai regardé le carnet de chèques dans ses mains tremblantes. 5 millions de $, c'était beaucoup d'argent. C'était bien plus que ce que j'avais gagné en 15 ans d'un salaire épuisant. Mais il ne s'agissait plus d'argent. C'était une question de pouvoir, de respect et de la véritable reconnaissance de ma valeur. Les banquiers d'affaires ont valorisé Vanguard à 1,2 milliard de $ en se basant uniquement sur les performances de mon logiciel, ai-je dit en le fixant droit dans les yeux. Mon code est le seul et unique actif de valeur que ton entreprise possède réellement. Les camions de livraison sont en leasing. Les entrepôts géants sont tous loués. La marque est devenue toxique. Le code, c'est l'entreprise. Et alors? A demandé Victor, blêmissant. Alors, je veux la juste valeur marchande, ai-je répondu calmement. J'ai demandé à Gideon de réaliser une évaluation financière indépendante ce week-end, basée sur ton propre prospectus d'introduction en bourse. L'infrastructure technologique à elle seule vaut actuellement 640 millions de $. La mâchoire de Victor s'est littéralement décrochée. 640 millions? Mais tu es complètement fou. Tu réclames plus de la moitié de la valeur de toute la boîte. Non, ai-je corrigé sereinement. Je te propose de vous vendre la technologie pour 640 millions de $. Ou alors, je la garde et je vous regarde sombrer. Ce sont vos deux seules options. Je n'ai pas cette somme en liquidité. A hurlé Victor en frappant le chambranle de la porte du poing. Les banques ont gelé toutes nos lignes de crédit. Nous perdons une fortune à chaque seconde. Tu es littéralement en train de nous tuer, Julian. Alors je te suggère vivement de trouver un moyen de te payer mes services, ai-je conclu. Ou peut-être devrais-tu demander à Tristan de régler le problème. C'est le Golden Boy, n'est-ce pas? Le brillant avenir de la logistique mondiale. Qu'il programme un tout nouveau moteur de zéro. Je suis sûr qu'il y arrivera facilement. Sylvia a éclaté en sanglots, Julian, pitié. Nous allons perdre le domaine. Nous allons perdre les voitures. Les avocats du divorce vont prendre tout ce qu'il reste. Nous n'aurons plus rien. Victor m'a foudroyé d'un regard plein de haine, tu es un petit homme pathétique, amer et vindicatif. J'aurais dû te laisser pourrir dans ce garage.
tu ne m'as pas laissé dans ce garage, papa, ai-je chuchoté en m'approchant de l'entrebâillement de la porte. C'est moi qui t'en suis sorti. J'ai claqué la lourde porte en bois à son visage et j'ai tourné le verrou. J'ai entendu Victor frapper violemment contre la porte pendant plusieurs minutes, hurlant des obscénités et proférant des menaces physiques jusqu'à ce qu'un de mes voisins menace d'appeler la police. Puis le silence est revenu. Mais la guerre était loin d'être terminée. Mercredi matin, la bataille s'est déplacée des salles de réunion vers l'arène impitoyable d'Internet. Le désespoir pousse les gens arrogants à commettre des actes d'une stupidité inouïe. Tristan, réalisant que son héritage colossal et son train de vie somptueux étaient en train de disparaître, a décidé d'utiliser la seule arme qu'il savait manier, les réseaux sociaux. Je me suis réveillé avec mon téléphone d'urgence qui vibrait sans discontinuer sur ma table de chevet, des dizaines de notifications de Gideon et Félix. J'ai cliqué sur le lien que Gideon m'avait envoyé, menant à une vidéo TikTok virale qui cumulait déjà 4 millions de vues. C'était Tristan. Il était assis par terre dans sa chambre de luxe, arborant une allure faussement négligée, vêtu d'un sweat à capuche de créateur trop grand, les cheveux en désordre et le visage marqué de fausses larmes. L'anneau lumineux qui éclairait son visage était curieusement parfait. « Salut tout le monde !» a reniflé Tristan devant la caméra en essuyant une larme. Je ne voulais vraiment pas étaler nos drames familiaux sur Internet, mais je suis victime de harcèlement et d'extorsion. Mon demi-frère aîné, Julien. Il a toujours été incroyablement jaloux de moi. Il n'a pas supporté que mon père me nomme PDG parce que, moi, je sais diriger une entreprise. Tristan a marqué une pause théâtrale pour soupirer. Julien a saboté l'entreprise familiale par pure malveillance. Il a injecté un virus hautement destructeur dans notre système informatique juste parce que papa ne lui a pas accordé un énorme bonus. Maintenant, des milliers de vaillants routiers ne peuvent plus nourrir leur famille. Des gens souffrent parce que Julien est aigri, cupide et jaloux de mon succès. Partagez cette vidéo en masse, s'il vous plaît. Nous devons l'arrêter d'urgence. La légende indiquait, justice pour Vanguard, famille toxique et sabotage entreprise. J'ai fait défiler rapidement les milliers de commentaires. Oh mon Dieu, c'est ignoble. Ton frère mérite la prison fédérale. Poursuivez-le en justice et prenez-lui tout. Pendant une brève seconde, j'ai eu un serrement au cœur. Tristan manipulait brillamment l'opinion publique pour me faire passer pour un cyberterroriste. La foule d'Internet est impitoyable et se soucie rarement des faits réels. Mais je me suis rappelé que je possédais le bouclier suprême, les preuves juridiques formelles. J'ai aussitôt appelé Gideon. « Tu as vu la vidéo ?»« Je l'ai vue » a répondu Gideon, plus amusé qu'inquiet. « C'est un cas d'école de diffamation pure et simple. On pourrait l'attaquer et lui réclamer des millions rien que pour cette vidéo. Mais je suppose que tu as une idée bien plus divertissante en tête ? » « Tout à fait, ai-je répondu avec un sourire froid. « Publie le dossier complet, Gideon. Qu'on les réduise en cendres. »« Tu es absolument certain, Julien ? Une fois que j'aurai envoyé, il n'y aura plus de retour en arrière possible. C'est l'option nucléaire. Appuie sur le bouton, Gideon. » 10 minutes plus tard, Gideon publiait un fil de discussion massif et méticuleusement documenté sur Twitter et Reddit depuis le compte certifié de son cabinet d'avocats réputé, taguant tous les grands médias spécialisés dans la tech, les blogs financiers et les analystes juridiques. Le titre était percutant, la vérité absolue sur Vanguard Logistique, révélations juridiques officielles. Le fil contenait 3 pièces à conviction dévastatrice. 1. Pièce A, un scan haute résolution du contrat de licence notarié d'origine, avec la section 17C surlignée en jaune fluo, prouvant irréfutablement que j'étais le propriétaire exclusif du code et que je n'avais rien saboté et j'avais simplement cessé de leur prêter mon bien gratuitement. 2. Pièce B, une capture d'écran du virement bancaire que j'avais envoyé pour le fonds de licenciement de l'équipe d'ingénieurs, prouvant que j'avais donné 50 000 $ de mes propres deniers. Juste en dessous, Gideon avait joint une copie de la note de frais de Tristan de la même semaine, 14 000 $ facturés à l'entreprise pour un week-end de spa de luxe auquel seul Tristan et sa petite amie avaient participé. 3. Pièce C, le fichier audio. J'avais secrètement enregistré l'intégralité de la confrontation dans le bureau de Victor sur mon téléphone, une habitude prudente qu'Harrison m'avait transmise, si ce n'est pas enregistré, les riches prétendront que ça n'a jamais existé. Le monde entier a pu entendre la voix tonitruante et arrogante de Victor, donne le code à Tristan. Laisse-le être la star. Tu n'es qu'une roue de secours. Un plan B.
Tu n'es qu'une pièce de rechange inutile et pathétique. La réaction du public a été instantanée et fulgurante. La foule d'Internet a fait volte-face en un instant. Le hashtag Justice pour Vanguard a été totalement détourné en moins de 30 minutes, remplacé par roue de secours inutile et je soutiens Julien. Les gens aiment les méchants, mais ils aiment infiniment plus une histoire de vengeance légitime et éclatante. L'espace commentaire sous la vidéo de Tristan est devenu un champ de bataille. Imaginez traiter de pièce de rechange le génie qui a littéralement bâti toute votre boîte. Tu as dépensé 14 000 $ en massage pendant que tu faisais planter la base de données. Bon vent vers la faillite, frérot. L'argent de papa ne peut pas t'acheter des compétences en code, mon grand. Dès le mercredi après-midi, un Tristan totalement humilié supprimait définitivement tous ses comptes de réseaux sociaux. Le soir même, les gros clients corporatifs, les chaînes de distribution majeures et les sous-traitants de la défense résiliaient officiellement leur contrat avec Vanguard Logistique, invoquant une faute de gestion caractérisée et un risque d'image critique. Sans ces clients, les camions n'étaient plus que des tas de ferrailles immobiles sur des parkings déserts. Sans le code de routage, la logistique était devenue mathématiquement impossible. Vanguard Logistique était officiellement morte. Ce n'était pas seulement une faillite, l'entreprise était devenue radioactive. Aucun investisseur sain d'esprit ne s'en approcherait. Assis seul dans mon appartement silencieux, buvant mon café en regardant le cours de l'action Vanguard s'effondrer jusqu'à l'arrêt total, je n'ai pas ressenti de triomphe démesuré. Je me suis simplement senti propre. La vérité absolue purifie tout, même s'il faut pour cela brûler la maison jusqu'aux fondations. Les vautours du monde des affaires n'ont pas simplement tournoyé autour de Vanguard Logistique, ils ont fondu sur elle pour lui décharner les os. Les procédures de faillite sont habituellement de longues affaires fastidieuses remplies de jargon juridique. Mais lorsqu'une entreprise d'1 milliard de dollars implose de façon aussi spectaculaire, les requins de Wall Street nagent à toute vitesse. 3 mois exactement après la panne géante, l'audience finale de liquidation s'est tenue dans une salle de conférence stérile et climatisée du centre-ville de San Francisco. Je suis entré dans ce bâtiment vêtu d'un costume bleu marine sur mesure qui coûtait plus cher que mon ancienne voiture. Mes chaussures étaient cirées, ma posture droite. Pour la toute première fois de ma vie d'adulte, je ne m'habillais pas pour me cacher dans l'obscurité d'une salle de serveur, je m'habillais pour être vu, reconnu et respecté. À mes côtés marchait d'un pas assuré Maxwell, le brillant et redoutable PDG d'Ironclad Systems. Ironclad avait toujours été le Pepsi, face au Coca-Cola, de Vanguard, un solide numéro 2 dans le secteur des logiciels logistiques, affamé de prendre la première place. Mais aujourd'hui, ils étaient les seuls maîtres du jeu restant. « Tu es prêt pour ça, Julien ?» a demandé Maxwell à voix basse en consultant sa montre de luxe devant les portes en bois de la salle de conférence. « J'attends ce jour depuis 15 ans, ai-je répondu calmement. Nous avons pushed les portes. L'air à l'intérieur était lourd, sentant l'échec financier cuisant. Victor était assis, affalé, sur le côté gauche de l'immense table. Il était méconnaissable, il semblait avoir rétréci, son costume flottant sur sa silhouette émaciée en raison du poids considérable qu'il avait perdu. La teinture de ses cheveux s'estompait à la racine, laissant apparaître les mèches blanches qu'il avait tant lutté pour masquer. Il n'a même pas levé les yeux quand nous sommes entrés, fixant d'un regard vide ses mains tremblantes posées sur une pile de documents de saisie. Tristan était là lui aussi, assis en silence dans le coin le plus éloigné, fixant intensément la moquette. Il ne portait pas ses vêtements de créateur aujourd'hui, mais une simple chemise bon marché et un jean usé. Il avait l'air terriblement jeune, vulnérable et complètement terrorisé. Lorsqu'il a enfin levé la tête et m'a vu entrer, il a tressailli et s'est recroquevillé dans son fauteuil comme s'il craignait que je ne le frappe. Le syndic de faillite nommé par le tribunal, un homme à l'air las portant d'épaisses lunettes nommé Monsieur Henderson, s'est raclé la gorge pour ouvrir la séance. Nous sommes officiellement réunis aujourd'hui pour finaliser l'accord d'acquisition des actifs principaux. Ironclad Systems a soumis l'offre gagnante pour les actifs physiques, les listes de clients restants, les baux d'entrepôt et les marques de Vanguard Logistique. Victor a grimacé au mot « gagnante ». Le prix d'achat final, a poursuivi Henderson d'une voix monotone, est de 12 centimes par dollar de valeur nominale. C'était un véritable massacre financier. Ironclad Systems rachetait également un réseau d'infrastructures qui valait autrefois $1 milliard pour le prix dérisoire d'un petit centre commercial de banlieue. Veuillez signer ici, Monsieur Grave, a dit Henderson en faisant glisser les documents vers Victor. Victor a ramassé lentement le stylo en plastique fourni par le tribunal.
sa main tremblait tellement que le stylo s'entrechoquait contre la table en bois. Ses yeux injectés de sang ont balayé désespérément la pièce, cherchant un miracle de dernière minute. Il a finalement regardé Maxwell. « Vous me volez mon entreprise », a chuchoté Victor, la voix brisée par l'émotion. « Vous me volez tout mon héritage familial. »« Je rachète une épave, Victor », a rectifié Maxwell avec froideur, sans la moindre pitié. « Vous avez encastré la voiture dans un mur de briques, je ne fais que payer la facture de la dépanneuse. » Victor a fermé les yeux, poussé un soupir rauque et a posé une signature tremblotante et brisée. « Maintenant, » a repris Henderson en ajustant ses lunettes, il reste la question hautement complexe de la propriété intellectuelle, le logiciel central, le noyau. Victor s'est soudainement redressé, une infime lueur d'espoir s'allumant dans ses yeux éteints, le code source ne fait pas partie de cette vente aux enchères. Il lui appartient légalement. Il a pointé un doigt tremblant dans ma direction. Vous devez négocier avec lui. C'est lui qui détient les clés. C'est tout à fait exact, Victor, a répondu Maxwell avec un sourire avant de se tourner vers moi. J'ai avancé d'un pas assuré et j'ai posé un porte-document en cuir noir au milieu de la table. Ironclad System n'achète pas le code logiciel Avant-Garde Logistique, ai-je annoncé, ma voix résonnant clairement dans la pièce silencieuse. Car Vanguard n'en possède pas la moindre ligne. Ironclad System prend légalement sous licence le code directement auprès de son auteur original. J'ai ouvert le dossier, révélant un contrat immaculé fraîchement paraphé. J'ai officiellement signé un accord de licence exclusif et irrévocable de 10 ans avec Ironclad System. En échange de l'intégration complète du noyau dans leur réseau, je reçois une participation hautement lucrative au capital. Je ne suis pas un simple concédentaire, depuis 9 heures ce matin, je suis le tout nouveau directeur de la stratégie et actionnaire à hauteur de 20% d'Ironclad System. La bouche de Victor s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Il regardait frénétiquement Maxwell et moi à tour de rôle, son cerveau réalisant avec effroi l'ampleur de la manœuvre. Je n'avais pas seulement détruit son entreprise arrogante, je m'étais allié avec son pire ennemi, je leur avais confié l'arme absolue et je m'apprêtais à danser sur les cendres de son empire. Toi, a fini par balbutier Victor en portant la main à sa poitrine. Tu as trahi ton propre sang. Ta propre famille. J'ai sécurisé mon avenir, ai-je répondu froidement. Et je me suis assuré que mon code, le travail de toute ma vie, soit enfin entre les mains de personnes qui prennent la peine de lire les contrats avant de les signer. J'ai posé les yeux sur Tristan. Le Golden Boy pleurait en silence, des larmes coulant sur ses joues, totalement anéanti. Qu'est-ce qu'on va devenir, a murmuré Tristan d'une voix tremblante. Le domaine familial est déjà sous le coup d'une saisie immobilière, a bredouillé Victor en enfouissant son visage dans ses mains. Les voitures de luxe ont été confisquées. Sylvia a déjà contacté un avocat spécialisé dans les divorces. Nous n'avons plus rien. J'ai contemplé ces deux hommes qui m'avaient tourmenté pendant 15 ans. J'ai cherché dans mon cœur ce pincement familier de culpabilité, cette pulsion toxique de réparer leurs erreurs, de les sauver, de rejouer le rôle du fils docile et obéissant. Je n'ai absolument rien trouvé. Rien qu'un silence pur, serein et libérateur. Il vous reste votre santé, ai-je dit avec douceur, reprenant mot pour mot la phrase cruelle que Victor m'avait lancée des années plus tôt lorsqu'il avait refusé de financer l'opération de mon poignet. Et vous avez l'un l'autre. C'est exactement à ça que sert la famille, n'est-ce pas? Je me suis tourné vers Maxwell. Je crois que nous en avons terminé ici. Nous avons quitté la pièce ensemble. Alors que les lourdes portes se refermaient derrière nous, j'ai entendu les sanglots déchirants de Victor, un bruit rauque et pathétique. Je ne me suis pas arrêté. J'ai avancé dans le couloir, le bruit rythmé de mes souliers en cuir résonnant sur le marbre, la musique d'une victoire absolue. Le vaste cimetière de la ville était incroyablement paisible. C'était une journée fraîche et aérée de la fin octobre, exactement le genre de bel après-midi d'automne qu'Harrison adorait avant que le stress du monde de l'entreprise ne l'emporte. J'ai marché lentement le long de l'allée entretenue et j'ai déposé un grand bouquet de lys blanc et des fleurs fraîches et éclatantes, pas le genre triste des enterrements sur sa pierre tombale en granit gris, Harrison Vance. Innovateur, mentor, le seul véritable ami que j'ai jamais eu dans ce bâtiment. J'ai enfin réussi, Harrison, ai-je chuchoté à la pierre froide. Je me suis souvenu de l'accord Delta 9. J'ai lu les petits caractères. Je me suis protégé, exactement comme tu me l'avais dit. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'acquisition par Ironclad. L'entreprise était en plein essor sous sa nouvelle direction.
Avec le noyau enfin correctement intégré, largement financé et géré par une équipe technique brillante que je respectais profondément, notre efficacité logistique avait grimpé de 30%. J'étais très occupé, extrêmement riche, doté d'un salaire imposant et d'un portefeuille d'actions en pleine croissance. Mais bien plus important que l'argent, j'étais enfin respecté. Désormais, lorsque j'entrais dans une salle de conférence, les conversations cessaient et les gens écoutaient. Non pas parce que j'étais invisible, non pas parce que j'étais le gars désespéré qui réparait leurs ordinateurs en panne, mais parce qu'ils voulaient sincèrement entendre les stratégies que j'avais à leur offrir. Je me suis assis sur le banc de pierre situé juste à côté de la tombe et j'ai sorti une enveloppe froissée de la poche intérieure de ma veste de costume. Elle était arrivée par la poste la veille au matin. L'adresse de l'expéditeur mentionnait une boîte postale bon marché située dans un quartier insalubre et dangereux de la ville. L'écriture sur le devant était tremblante, désespérée, mais reconnaissable entre mille, c'était une lettre de Victor. Je ne l'avais pas ouverte. Je n'avais honnêtement pas besoin d'en lire les mots, je savais déjà exactement ce qu'elle contenait. Elle commencerait sans aucun doute par une tentative de manipulation sur la loyauté familiale, enchaînerait sur des excuses hypocrites rejetant la faute sur le stress des affaires. Et se terminerait inévitablement par une supplication pour obtenir de l'argent, un simple prêt pour aider Tristan à payer une formation universitaire modeste puisque son fonds fiduciaire avait été liquidé lors de la faillite. Un peu de cash pour aider Victor à payer ses avocats face à Sylvia pour sauver ce qui pouvait encore l'être. J'ai fixé le nom écrit à la main, Victor Grave. Pendant près de 40 ans de ma vie, j'avais accepté d'être défini comme la roue de secours, le plan B, l'outil indésirable que l'on garde caché dans l'obscurité du coffre au cas où les pneus flambant neufs viendraient à crever sur l'autoroute. Mais ce qu'il y a de formidable avec une roue de secours, c'est qu'elle passe beaucoup de temps dans l'ombre à attendre et à observer. On apprend exactement comment fonctionne la mécanique complexe pendant que les conducteurs arrogants profitent de la vitesse. On finit par comprendre que la machine est incapable d'avancer sans vous lorsque tout tourne mal. Ils ont bêtement pensé que le mot secours signifiait inutile. Ils ont complètement oublié qu'être épargné signifie être sauvé. Je m'étais sauvé moi-même. J'avais dressé une frontière infranchissable autour de ma vie, et je ne les laisserai plus jamais la franchir. J'ai sorti un briquet métallique de ma poche. J'ai frotté la molette, la flamme vive a dansé dans le vent d'automne. J'ai approché le coin de l'enveloppe de la flamme. Le papier s'est instantanément courbé et noirci. Le feu a rapidement dévoré le nom de Victor Grave, réduisant ses mots désespérés et ses mensonges manipulateurs en cendres sombres qui se sont envolées dans la brise. J'ai regardé l'enveloppe brûler jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un peu de poussière dispersée sur l'herbe verte. C'est fini, ai-je dit à voix haute dans le cimetière désert. Je me suis levé, j'ai brossé quelques poussières sur mon manteau en laine et j'ai regagné le parking d'un pas assuré. Sur la place VIP était garée ma toute nouvelle Ferrari personnalisée, payée comptant avec mon propre argent, gagnée grâce à mon propre génie. Je me suis installé au volant, agrippant le cuir cousu Ande. Mon poignet ne me faisait plus souffrir, l'opération du mois dernier avait été un succès total. J'ai démarré le puissant moteur. Le rugissement était assourdissant, majestueux et magnifique. J'avais une réunion importante du conseil d'administration à 14 heures. Et cette fois, je n'étais pas assis dans un coin à prendre des notes, j'étais assis en bout de table, à la place du chef. Avant que je ne vous laisse, j'aimerais vous poser une question. En repensant aux cendres de l'empire déchu de mon père et à la réputation brisée de mon demi-frère, pensez-vous que j'ai été trop dur d'anéantir l'héritage financier de ma propre famille pour une simple insulte ? Ou ont-ils creusé leur propre tombe à la seconde où ils m'ont regardé dans les yeux pour me qualifier de roue de secours inutile ? Avez-vous déjà vécu une situation similaire avec votre propre famille ? Avez-vous déjà donné tout votre cœur pour des gens qui ne vous voyaient que comme un outil à utiliser et à jeter ? Racontez votre histoire dans les commentaires ci-dessous, je lis chacun d'entre eux. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire. N'oubliez jamais, votre vraie valeur n'est pas déterminée par ceux qui sont trop aveugles pour la voir.